Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends, sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. C'est bon. Et bonjour et bienvenue sur Des bières et débats, c'est Pidou qui vous parle, je suis toujours en compagnie d'Astro. Salut. Et comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, on est au lendemain précisément des élections législatives. Tu fais bien de mettre un temps parce que ça se trouve d'ici qu'on sorte, bah c'est ça. Il se passera des trucs. Il se passera des trucs, on va vous le sortir en plein de semaines, mais là d'habitude on enregistre le dimanche et là on en profite un petit peu pour faire une réaction à chaud et voir un peu quel a été notre ressenti, comment on a on va pouvoir parler déjà du dernier mois entre guillemets où coïncidentalement on s'est pas trop vu ni parler des élections même, ça a été très high level finalement les discussions qu'on a eues là-dessus et on n'a pas enregistré non plus, donc on n'a pas tellement parlé politique, donc ça va permettre d'un côté de mettre tout sur table du dernier mois, un peu notre réaction à la dissolution. Si on se déteste ou pas. C'est ça, mais surtout du résultat. Oui. Du résultat qui est assez important et donc de la réaction vis-à-vis de la semaine prochaine. Mais c'est même presque plus intéressant de faire ça comme ça, je trouve, pour nous, parce que on aurait fait sûrement pas mal de pas de prédilection, mais on aurait essayé de prévoir prédiction, etc. et tout, et puis généralement t'as toujours faux quoi. Donc, moi non, généralement quand parce que la Russie a pas attaqué l'Ukraine notamment. Non, mais quand les gens font ça, c'est pas intéressant parce que généralement tu te rates. Ouais. À part quand t'as un institut de sondage. Oui, mais c'est pas. mais non, oui. mais je comprends. Ouais. Mais après, c'est intéressant aussi de se lancer un peu sur cette politique fiction vers la fin pour voir à peu près. On va le faire, oui, mais on va se rater. Quid de la semaine prochaine. Moi, j'ai des théories, moi. Bon, parfait. Bah écoute, restez jusqu'à la fin. Vu qu'on est des adultes responsables, on n'est plus sur de la bière. On fait du. Mais les gens, ils vont dire que je vote nouveau Front populaire parce que je bois du kombucha. Je suis sûr, ils vont dire que moi, je suis de gauche parce que je bois du kombucha. Et moi, l'yerba maté, c'est de quoi? Oh, regarde, tiens, si c'est de droite ou de gauche. Tu sais le site. Parce que maintenant, on a notre petite cellule de fact-checking. Donc, tu sais, c'est le site là, de droite ou de gauche. Ouais. Vous pouvez regarder, vous avez des prénoms, vous pouvez rentrer des machins et tout. Et ils vous disent si c'est droite ou de gauche. Donc, ouais, pour vous situer un petit peu le contexte, pour nos non-français ou français qui n'ont pas suivi, parce que ça ne vous intéresse pas, mais nous, on vous intéresse. Voilà, le RN est arrivé en majorité en termes de voix exprimées hier à 29,3% des suffrages exprimés. Le kombucha, c'est de gauche. Et le yerba maté? C'est chiant à écrire. Ah non, c'est bon, laisse la canette comme ça, c'est bon. Et donc voilà, le nouveau Front populaire, quant à lui, est arrivé à 28. Combien? Bah on va regarder, mais en gros. C'est de droite. C'est de droite. Bon bah voilà, c'est parfait. Vous avez la gauche et la droite, mais grosso modo c'est ça. Le RN est arrivé en tête, en seconde position très très proche. On a eu le nouveau Front populaire et juste après on a eu le camp Macron. À la différence que ça c'est en termes de voix exprimée, mais en termes de sièges de circonscription au final c'est très très différent parce que donc le RN est en tête, va pas pouvoir techniquement sûrement arriver en majorité absolue en termes de sièges, en tout cas sans alliance avec les LR qui n'ont pas rejoint Ciotti, mais par contre en termes de circonscription, donc gagnable, le nouveau Front populaire ne va pas pouvoir atteindre une majorité absolue. Une majorité c'est tentable, mais c'est vraiment une prédiction haute. Là où ensemble c'est fini, c'est sûr que ce sera ni majorité absolue à ensemble, part il est tout seul maintenant. Voilà, exact. D'après les résultats élections intérieures gouv.fr, voilà, donc les résultats officiels, pas ceux de 20h qui étaient une prédiction de sondage à faire la différence. C'est 29,25% pour le Rassemblement national avec 9 377 000 voix. Le nouveau Front populaire, c'est 27,99, donc un peu moins de 2% de différence entre les deux, et ça représente à peu près 400 000 voix de différence. Putain, tu te rends compte que je crois que c'est le 400 000 voix aussi qui... Non, c'était 600 000 voix qui manquaient à Mélenchon pour passer au second tour. Il est maudit avec ça. Non, mais il réduit. Ensemble, c'est 20%. Et c'est 6 millions de voix, donc vraiment 2 millions de voix d'écart et 3 millions de voix, donc quasiment un tiers de plus a eu le Rassemblement national qui a eu la majorité présidentielle. C'est quand même monstrueux. Et les Républicains, ils sont à 2 millions de voix avec 6%. Et après, j'ai pas envie de faire tout le reste. Après, c'est tous les autres partis. Reconquête, tu peux dire Reconquête, c'est assez drôle. Ils ont eu 240 000 voix.
la population d'Aix-en-Provence, quoi. Donc ça fait 1%, je crois. Hein, comme ça. 0,75%. Pouh, explosion. Et Horizon a eu 0,72. Ouais. Par exemple. Mais Horizon n'a pas présenté de candidat face à Renaissance aussi. Donc c'est... la France Insoumise aussi, il y a des gens qui sont présentés tout seuls comme la France Insoumise. Oui, Rachel Garrido et... Raquel Garrido. Ouais. Et tous ceux qui sont fait un peu purger. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et ils ont gagné, je pense que t'as les sièges à la fin, c'est les sièges qu'ils ont gagnés déjà. Parce que il y a déjà des sièges, élus. Ouais, 37 sièges pour le Rassemblement National, 32 pour l'Union de Gauche actuellement, 2 pour Macron et 1 pour les LR et 1 pour l'Union de l'extrême droite. Qui sont ces gens ? L'Union de l'extrême droite, c'est les... comment on appelle ça ? Je crois que c'est les RL... LR qui sont partis chez RN. Ah, d'accord, le camp de Ciotti. Voilà, exactement. Ciotti, oui, donc c'est ça. Avec Jordan Bardella. Jordan Bardella. Non, mais... il se moque pas des accents, mais c'est un peu rigolo comment il dit Jordan, quand même. Ce gars-là... Il dit Jordan. Et dit pas Jordan. aussi mentionner les 25 000 voix qui ont été exprimées pour Equinox. Qui donc techniquement pourrait remporter une circonscription si toutes ces voix étaient sur une seule circo. Ça sera assez pour passer au second tour dans beaucoup de circos. Mais voilà, je voulais juste mentionner mon petit parti de cœur sans financement, où les candidats ont fait souvent mieux, par exemple, que la plupart des candidats Equinox sont arrivés 4e. Donc devant, des fois devant LR, devant Reconquête, devant l'UDI ou des choses comme ça. Donc c'est pas mal pour un petit parti. Mais oui, écoute, tiens, je vais tendre le micro comme on fait souvent ça. Souvent quand la personne lead, c'est l'autre qui commence. Ta réaction, en fait, à 20h01. Ah, hier ? Ouais, ta réaction à 20h01 versus aujourd'hui. Pour une des rares fois de ma vie, j'ai eu un stress en regardant la télé. Ah, ça te stressait pas les résultats avant ? Non, en vrai, non, les résultats, à chaque fois, que ce soit même les présidentielles, même ces trucs-là, en fait, j'ai jamais cru que le Rassemblement pourrait passer, pour de vrai. Par exemple, même Macron, Marine Le Pen en 2022, j'y ai pas cru en 2017, j'y croyais alors là, vraiment pas du tout. Puis même, par exemple, quand il y a eu Trump qui est passé, j'angoissais pas, c'est pas de l'angoisse, mais j'étais en mode... J'avais pas l'impression de vivre un moment historique en fait. Ok, ouais. Tu vois, c'est pas du stress, c'est juste un moment historique où je suis en mode là, en vrai, on est peut-être témoin d'un truc exceptionnel, tu vois. Parce que tu penses que ça se réalisait pas ou parce que c'était ta prémonition Ouais, ou Trump, je pensais pas qu'il allait y arriver. Je pensais qu'il serait haut par exemple, mais je pensais pas qu'il allait y arriver. Puis c'est pas pareil aussi parce que c'est les élections américaines, c'est tout au long de la soirée. Donc t'as pas de stress, c'est pas à 20h, t'as genre un résultat qui s'affiche comme les résultats du bac où tu refreshes la page et tu sais ce qu'il y a. C'est pas instantané. Et je me suis demandé ce que ça allait vraiment donner. Et en vrai, j'étais relativement... Alors, quand on a mis les résultats tout de suite, j'étais en mode assez rassuré. Parce que dans le sens que je me disais... Rassuré et en même temps assez intéressé pour la suite. Parce que le maximum qu'ils prévoyaient à 20h, c'était 280 sièges pour le Rassemblement National. Et donc, il faut 289 sièges pour être en cohabitation et avoir la majorité. Il prévoyait 280 en maximum à 20h en haute. En tout cas... Moi j'avais vu. T'étais sur quelle chaîne ? Ça aussi c'est important. Ouais. Selon la chaîne que vous regardiez, les résultats n'étaient pas les mêmes. Nous, comme on est au Québec et que c'est casse-couille d'avoir des chaînes, je suis allé sur France Info parce que c'était la plus simple, sans avoir de VPN, sans avoir de trucs et tout. Mais à peu près, oui, ils n'avaient pas de majorité. En tout cas, la majorité était très... Ils n'étaient pas à 300 sièges, tu vois. Où là, je m'étais dit, quand même, en vrai, ils sont vraiment bien partis pour avoir une cohabitation. Même la majorité la plus haute, à mon avis, ils n'étaient pas donnés aussi haut. Et donc, un peu rassuré en même temps de me dire, mais ça va être quoi l'étape d'après ? Et après, on attend des réactions et j'ai regardé ça. Et je pensais pas regarder ça toute l'après-midi. Parce que pour nous, du coup, c'était l'après-midi. Mais finalement, j'ai regardé ça toute l'après-midi. Moi, ça m'a tenu tout le long, là. Genre, je pensais pour nous, c'était à 14h. Je pensais à 15h30, tu vois, j'allais avoir fini. Nous, à 19h, j'étais toujours en train de regarder les trucs. Toujours sur les articles. Le feed, France Info avait terminé, là, leur feed continue. Parce que pour eux, il était tard. Mais je regardais encore des tu regardais réactions. sur YouTube ou tu regardais sur l'appli France Info Les deux. Ok, le live à la télé et le live que tu as en réaction. Et je regardais aussi d'autres médias. J'essaie de get CNews aussi, parce que je voulais voir le fossé idéologique qui nous séparait. Alors ça, je peux en parler, parce que du coup, je regardais beaucoup. Et TF1 aussi, mais TF1, ils m'ont cassé les couilles, VPN, je sais pas quoi, machin. Ouais, ils sont partis très tôt aussi.
Ils m'ont saoulé, donc j'ai vite abandonné. Bah, eux, ils ont mis les bronzés 3 à 19h. Et un peu Hugo Décrypte aussi pour voir ce qu'il disait. Et vite fait aussi, Jean Massier. Jean Messia? Ouais, non, c'est un streamer. Ah oui, non, alors oui, non, c'est pas le gars de Reconquête. Jean Massier ou Jean Messia. Non, Jean Massier, je pense qu'il s'appelle. Jean Massier, je suis presque sûr Je que c'est connais ça. pas. Qui faisait un réac aussi. Mais si, il est des fois sur Blast. Je pense que t'as déjà vu sa tête sur Sûrement. Internet. C'est juste, tu sais pas qui il est, streamer. Mais ouais, c'était à peu près ça. Et toi? Bah écoute, moi, donc peut-être tu pourras mettre la photo là de, comment on appelle ça, que je vous avais envoyé, mais en gros, j'avais les quatre trucs. J'avais TF1, France 2, CNews, BFM, parce qu'avec Canal, en fait, tu peux mettre un multi-live, et donc Ouais. t'as les quatre. Et donc, je regardais, déjà en fonction de l'invité qu'ils avaient, qui je voulais écouter, tu vois, quand Glucksmann parlait, par exemple, ça m'intéressait, quand Mélenchon parlait, etc. D'ailleurs, il faudra qu'on parle de l'intervention de Mélenchon et Rima Hassan. Elle est pas candidate en plus. Elle n'est pas candidate et elle est censée être à Bruxelles en ce moment. Donc, Mais pareil, Bardella, j'ai pas compris, mais il est pas candidat. non. C'est ça, on est d'accord. Non, j'avais peur Ouais. de dire une connerie, mais j'étais en mode. Parce qu'ils ont pas annoncé son résultat hier et je me suis rendu compte qu'il était pas candidat. Ouais. Parce qu'il est tellement partout sur toutes les affiches de tous les trucs que je m'étais dit, bah il doit faire les deux candidatures Mhm. et puis si ça foire complètement, il a toujours l'Europe, tu vois. Mais Attal est candidat par contre. Mais Mélenchon ne l'est pas. Mais Attal, de toute façon, n'était pas candidat pour les. Non, mais c'était par rapport aux élections européennes où Ah je me oui, disais, il y en a qui remettent le couvert, tu Ah bah vois, oui, pour oui. être réélu. Oui, non, mais Attal, bah oui, bah de toute façon, Attal, il est député de base, donc C'est ça. dans tous les cas, en dissolant, il perd. Et il perd son job. Il perd son double job. Mais c'est là où c'était intéressant parce que CNews, eux, ils se sont pas emmerdés. Hein. Ils ont pris leur équipe, donc Charlotte Dornelas, Geoffroy Lejeune, Philippe de Villiers. Enfin, Pascal. non, il n'y a pas Pascal Pro. Il n'y a pas Pascal. Non. Il y avait Gauthier Lebret, voilà, tout leur petit. Il devait être équipe. en visio avec le président de la République, Pascal. C'est ça, exact. Il devait être en train de débriefer avec Bolloré. Ouais, mais non, donc ça c'était le plateau de CNews, mais tous les autres étaient assez diversifiés. Il y avait quand même de l'échange, il y avait quand même du débat. Ça a été assez chaud à certains moments, notamment entre les gens de Ensemble et de la LFI, parce que la LFI refuse d'être qualifiée d'extrême gauche et d'être mis à signe égal avec le RN. Mais en même temps, c'est vrai que pour Ensemble, actuellement, la stratégie de désistement va se poser. Par exemple, est-ce que M. Sigor, qui est arrivé 3e dans la circonscription du Val-de-Marne face à Louis Boyard et un candidat RN, devrait se désister pour Louis Boyard, alors qu'on connaît un peu les déboires politiques de Louis Boyard, tu vois. Est-ce que tu as regardé le débat où il y avait les trois là, Bompard, Attal et le gars du RN, Jordan Bardella. Ouais, j'ai vu les deux. Est-ce que tu as vu quand Bompard il parle la tête de mort et enterrée que faisait Boyard? Faudra que je te la montre si c'est pas le cas. Il avait l'air d'être détruit ou Boyard. Genre, tu sais, parce qu'il y Où avait, ça quand ils ont fait les débats des législatives, avant le premier tour, il y avait les gens de leur camp derrière eux, parce qu'il n'y avait pas de public. Mais il y avait leur gens de camp. Tête de Boyard, il avait l'air détruit par la vie. Je sais pas ce qui se passe pour lui en ce moment. Bah, c'est que ce gars-là a été Mais, élu grâce à TPMP. Le oui, problème, oui. c'est que politiquement, c'est un pantin. Tu vois, la LFI l'amène à quelques endroits, il fait ses conneries, il essaie d'avoir du vote de jeunes, de faire du vote de banlieue, mais ça Moi, il marche me pas, quoi. cringe sur les réseaux sociaux. Ah, il est personnellement. terrible. Je m'en fous un peu de sa vie, mais vraiment sur les réseaux sociaux, il me cringe. Mais comme un peu Bardella, mais Bardella un peu moins. Ah, Bardella, moi c'est vraiment l'embarras. Un peu moins parce que ça se voit que c'est une vraie équipe de com qui contrôle son truc. Ah voilà, Bardella, c'est juste un petit bout de pâte à modeler. On lui dit, Mais- tu parles de ça, tu parles de ci. Et il a été odieux, par exemple, sur les débats. Les deux débats qu'il a fait. Comme il savait que sur le programme, il était attaqué parce que ce gars-là est une passoire, Le truc de la c'était terrible. double nationalité avec vous savez qui est telle personne que lui demande Attal et la Ouais. meuf elle est genre à la commission sur l'énergie nucléaire, elle est franco-russe. Ouais. Puis vous savez qui est telle personne? Bah allez-y, dites-moi. Ah ouais. Genre il était largué, genre je suis en mode- Mais sa conseillère défense, donc sécurité défense, sa Ouais. conseillère à Jordan Bardella est franco-russe. Ah, mais Et il c'est a dit, surtout- mais qui imaginerait un franco-russe à la tête d'une centrale nucléaire? Alors déjà, tu as pris les Russes parce que tu sais que vous c'est ta êtes faiblesse. financé en partie par ça aussi. donc- Mais lui-même est franco-italien. Alors oui, il n'a pas la nationalité italienne, mais juste parce qu'il n'a pas demandé. Non, puis on le sait que de toute façon, il y a des. Regardez le bureau des légendes. Oui. Vous voyez que tous les postes sensibles à haute responsabilité, soit les gens sont déjà de base surveillés, même s'ils sont français. C'est ça. Et s'ils ont double nationalité, généralement, ça peut même avoir, si je me fais l'avocat de l'ultra diable, ça peut avoir un intérêt stratégique. Ah bah D'avoir quelqu'un qui, tu sais, qui va te trahir. Mais parce Donc, que, mais en même, tu peux avoir quelqu'un qui connaît de l'intel sur le pays d'où il vient.
Oui, Donc, ça a un intérêt. Mais donc, ouais, donc, du stress hier et une réalisation peut-être aujourd'hui. Est-ce que tu as... Quel est ton... En fait, c'est quoi ton ressenti, ton analyse par rapport à ce qui s'est passé et la manière dont toi, tu trouves que voilà, la France, elle part dans une direction, ou est-ce que tu trouves que c'est la suite logique des choses? Ah, moi je trouve que c'est la suite logique des choses dans l'état des lieux dans lequel on est, c'est-à-dire que vraiment c'était J'ai jamais compris la stratégie de Macron de vouloir dissoudre après, ou aussi proche, parce que dans tous les cas, ça allait probablement donner l'avantage au Rassemblement national. Donc j'étais en mode, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris dans tes fameux calculs politiques, et ça on pourra en parler après, parce que je pense que ça sera dans les projections, tu vois. Mais globalement, je me dis, c'est assez logique où est-ce qu'on s'en va. Les résultats sont concordes avec ce qu'on a eu presque pendant, en tout cas pour la place du Rassemblement national, ce qu'on a eu pendant. Ce qui prouve que l'électorat de gauche pendant les élections européennes ne s'est pas déplacé et que l'électorat du RN s'est déplacé 2 fois. Ça prouve juste ça, et qu'ensemble aussi s'est déplacé de la même manière. Genre la seule différence, c'est voilà, la gauche n'avait pas voté pour les élections européennes. Ce qui confirme que leur campagne était complètement hors sol et lunaire, même pour leur propre électorat, parce que sinon on n'aurait pas eu, sinon ils auraient fait un bien meilleur score, tu vois. Mais après, moi, je trouve qu'on va avoir pour le coup, et c'est pas du tout, je cherche pas à faire la petite phrase ou à faire le buzz, mais on va avoir une Assemblée nationale qui a la gueule de notre échiquier politique actuel. Genre, je prends le truc en disant que ça va être très démocratique ce qu'on a, parce que ça, entre guillemets, ça ressemble à ça, la France, à mes yeux. C'est ultra polarisé entre une gauche qui a l'impression obsédée par faire barrage et une droite extrême qui est obsédée par avoir le pouvoir. Le pouvoir, j'allais dire ça. C'est tout. Et au milieu de ça, des gens qui s'investissent d'une mission presque comme messianique, de dire nous on est le barrage républicain, votez pour nous, moi ou le chaos. Mais la stratégie du chaos, on le voit avec Macron mais qui notamment. Ne fonctionnera pas, parce que du moment que l'un ou l'autre aura le pouvoir, qu'un des deux extrêmes finira par avoir le pouvoir, et les rats vont quitter le navire, et l'air, sans parler pour toi, je suis très curieux de savoir combien de rats vont aller rejoindre l'extrême droite. Ils ont fait des grands trucs en disant je veux pas d'alliance avec le RN, jamais de notre vie, etc. Si demain le RN est majoritaire, très curieux de savoir combien vont... pas forcément les grandes têtes de liste, parce qu'ils seront cramés s'ils le font, mais les autres, tu vois, pas Bellamy ni comment elle s'appelle, Pécresse, mais tous les autres qu'on connaît pas forcément du grand public, etc., qui sont des députés LR en dehors de si t'habites dans la circonscription, eux ils vont y aller. Donc, et après, est-ce qu'on aura le chaos si l'un des deux extrêmes arrive? Ça aussi, mais ça on en parlera plus tard. Partie. Mais finalement, pas très surpris, tu vois, du résultat, parce que c'est l'idée que je m'en fais de la France, tu vois, actuellement. Ouais. Mais après, c'est toute la question. Est-ce que les Français ont voté par conviction, ou est-ce qu'ils ont voté utile, ou est-ce qu'ils ont voté parce qu'on on leur a lavé le cerveau? Parce que ils sont pas censés représentés par les... Ouais. Je vous conseille les vidéos de Blast sur tout ce qu'ils font sur l'arc des médias, là. Tu l'as vu, celui que j'ai envoyé hier, sur la polarisation, avec le parallèle avec l'Italie, notamment. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses sur Berlusconi. Je savais pas, je suis allé voir après le truc qu'ils recommandent aussi. Parce que par rapport à beaucoup de choses de droite ou d'extrême droite, Blast, ils font au moins l'effort de mettre leurs sources. Oui, non, mais totalement. Donc, et puis, c'est à toi après d'aller faire ta propre idée. Voilà, ça. Blast, ça pêche clairement à gauche. Oui. Mais c'est ils ont indépendant. Un agenda politique. À tout ce qu'on a taxé de le Raptor dissident qui a un agenda politique, etc. Blast est dans mais il même... l'assume. Ah oui. Et ça fait le point avec notre... Pardon. Ça fait le point avec notre vidéo d'il y a quelques mois sur médias, à quel point tu affiches la couleur à l'avance, et donc tu es honnête avec ton auditoire. Eux, ils affichent la couleur, ils sont de gauche, ils s'en revendiquent. Le truc, c'est qu'après, derrière, c'est pas parce que tu es de gauche ou d'extrême gauche que, tes arguments sont mauvais, et que ton analyse est faussée. Et donc c'est là où c'est intéressant. Mais c'est pareil pour la droite ou l'extrême droite. Totalement. Si tu as des sources et que tu te bases sur des faits intéressants, et ça devient pertinent, tu vois. On peut débattre à partir de là. Quand c'est au doigt mouillé, par exemple les binationaux, je suis en mode vraiment t'as rien là. Mais t'as pas d'idée là. Les binationaux, il s'est entravé comme avec la double frontière. Et c'est un petit peu comme tous les trucs où ils ont essayé de diluer leur côté extrême droite, où en fait tu vois que il y a toujours les mêmes les mêmes racines pourries
en fait, qui sont bien cachés sous terre, c'est que dès que tu creuses un peu sur les trucs d'apparat, bah, tu vois qu'il n'y a rien ou que c'est faussé, mais que par contre se cache quelque chose derrière. Regarde par exemple au niveau des contributions à l'Union européenne. C'est l'un des trucs sur lesquels en ce moment ils attaquent. Ils disent on va réduire la part des contributions à l'Union européenne. On va sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. On va sortir des traités de libre-échange. Bon, alors l'Union européenne, une fois que tu as baissé tes contributions, remis des frontières et sorti de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a plus grand-chose. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est l'Europe ? C'est une monnaie commune, donc un budget commun. Donc un traité de libre-échange aussi. Donc des traités de libre-échange, et pour ça il faut un système de justice qui est cohérent les uns avec les autres. Au moins un système de justice de travail, oui, effectivement, Voilà. pour que les travailleurs, donc tu es obligé de mettre du profit. Ouais, après, Et donc si tu sors de ces axes-là, on est de retour sur le programme du Frexit et du repli sur soi. Pareil sur l'environnement, ils disent non mais regardez, on arrête le libre-échange donc au niveau environnement. Oui, mais le problème c'est que l'environnement c'est pas juste ça, c'est la consommation, c'est aussi la production au niveau énergétique. Qu'est-ce que tu prévois au niveau énergétique ? Un arrêt des énergies, enfin un moratoire on sait tout ce que ça veut dire, des énergies renouvelables et un retour au gaz. Alors ils vont dire, oui, non mais regardez, c'est le nucléaire. Le nucléaire, tout le monde dit oui, de toute façon, au nucléaire, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que le nucléaire, tu l'as dans 30 ans. Donc qu'est-ce que tu fais en attendant ? Le charbon et le gaz. Et en fait, tu vois que derrière tout ce qu'ils ont essayé de mettre, c'est une belle coquille d'œuf qu'ils ont mis. Alors il est très beau l'œuf, il fait 1m85, il met des costards qui permettent de lui faire une coupe en V. Mais à la fin, bah, l'œuf, derrière, il est encore pourri à l'intérieur. Parce que les mêmes projets sont portés par les mêmes personnes. Fabrice Leggeri, qui est député européen maintenant grâce à l'excellent vote, il est dénoncé par Amnesty International et d'autres ONG pour crimes contre l'humanité par rapport à ce qu'il faisait chez Frontex, notamment aux migrants. Ah oui, je l'ai vu ça. Bon, bah lui, avec un gouvernement Bardella, serait au pouvoir en France à l'intérieur. Génial. On va mettre un gars qui a fait potentiellement des crimes contre l'humanité au niveau européen, en France au ministère de l'Intérieur. Et Le gars qui est ça va potentiel... presque nous faire aimer Darmanin. Ah oui, non mais Rendu totalement. là. Le gars qui est en potentiel ministre de l'Éducation nationale du RN, alors qui a été dénoncé depuis, etc., a dit que Najat Vallaud-Belkacem et tous les binationaux qui avaient été au pouvoir jusqu'à présent, en gros, ils avaient un agenda caché venant de puissances étrangères. Donc tu remets en doute la loyauté de franco-français, quoi. Même s'ils sont double nationaux, ils restent français, tu vois. Et donc c'est ça où, aujourd'hui, moi je pense qu'il n'y a pas forcément... Je pense pas que c'est la France actuellement qu'on voit là. Je pense que c'est des gens qui se sont laissés séduire par un discours, pour différentes raisons. Ouais, mais moi je comprends que les gens soient tentés par le Rassemblement National, parce que le Rassemblement National est le seul parti, pas de fou, mais qui était vraiment un des premiers, à adresser les problèmes des Français. Ils n'ont pas de programme pour moi, le Rassemblement National. Ils ont pris les 150 sondages, ils ont pris le top 3 de ce qui intéressait le plus des Français, et ils ont décidé de faire ça. Ils ont donc décidé de parler de l'immigration, du pouvoir d'achat, et le troisième, je sais pas, l'économie globalement, la sécurité. L'insécurité, oui. L'insécurité. Et il y a un grand problème que les partis ne se posent pas, c'est que je pense qu'on s'en fout un peu de savoir s'il y a un problème ou pas. À partir du moment où les Français ont un problème avec, t'es obligé de l'adresser. Et c'est le grand reproche que je fais à la France Insoumise et notamment durant les élections européennes, c'est qu'ils n'ont pas adressé les problèmes qui intéressaient fondamentalement les Français. Ils sont partis dans des trucs où je suis totalement d'accord que Gaza est une problématique à laquelle il faut s'atteler et le mettre à l'ordre du jour de toutes les rencontres internationales, et particulièrement au niveau européen, parce que si on avait une déclaration commune de l'Union européenne qui dirait on veut 2 États, ça changerait quand même pas mal de choses aussi, tu vois. Si tous les États, notamment comme la France et tous, disaient on y va à fond, on veut 2 États, tu vois. Mais il faut quand même parler de ce qui intéresse les gens. Et malgré tout, par exemple, ce qui intéresse les gens, et c'est ça que j'aime pas dans le discours de la gauche, par exemple, actuellement, c'est oui, mais ça m'intéresse. Donc, t'as pas à me diminuer dans ma personne et dans mes intérêts parce que tu décides que c'est un non-problème. Tu as décidé que l'immigration était un non-problème, mais pour la majorité des Français, c'est un problème et pas un problème au sens péjoratif. C'est un truc auquel il faut qu'on s'attarde, tu vois. Et après, la réponse, elle devrait être collective, tu vois. Mais je pense que le Rassemblement National, ils sont séduisants pour une grande partie des gens, parce que les gens n'ont plus de pouvoir d'achat. En tout cas, le pouvoir d'achat a grandement descendu. Et ils ont une sensation d'insécurité. Et là où je suis d'accord avec toi, par contre, c'est que l'insécurité, elle a été en grande partie fabriquée. Ah oui, non, mais totalement. Parce que, oui, il y a une insécurité en France, mais je ne suis pas expert. En France ? Oui, non, mais il faudrait
qu'on regarde, etc. Mais en fait, au Québec, on vit la même chose. Si vous lisez les médias, vous avez l'impression qu'à Montréal, il y a un meurtre par arme à feu par jour, voire 2 à 3 par jour. Et vraiment, il suffit pas d'aller chercher des médias obscurs. Il suffit de prendre l'équivalent du presse, Monde, la presse, tu vois, ou Radio-Canada, qui est équivalent de l'AFP, mais version plus, quoi, l'équivalent de France Info, plus ici. Voilà, des médias vraiment très accessibles et de grands trucs, tu vois. Et vraiment, t'as l'impression, à chaque fois, à Montréal, un mec happé, un mec qui s'est pris un coup de couteau, un mec un truc, tu vois. Et donc, faudrait des méta-études, et quand ces méta-études, elles sont faites, on n'entend pas parler, on sait jamais comment ça se passe. Et bien évidemment qu'il y a un problème avec la délinquance en France, etc. Parce que, quand bien même, tu vois bien que la criminalité a quand même augmenté globalement, et que les prisons, par exemple, débordent. Et que si tes prisons débordent, c'est soit que tu as un problème avec ton système de justice, soit tu as un problème avec la manière de réinsérer les gens. Et il y a une réponse qu'il faut apporter à ça, tu vois. Et je trouvais que durant la campagne électorale, je finirai sur ça de 2022, Mélenchon était plus honnête, et tu m'entendras pas souvent dire ça, parce qu'il adressait les problèmes des Français. Parce que malgré tout, quand il parlait de police de proximité, quand il parlait de l'insécurité. Attends, tu parles de qui, de Sarko, là ? Non, de Mélenchon, en 2022. Il parlait des problèmes qui intéressaient les Français. Et sa réponse, elle allait pas forcément satisfaire l'électorat. Et ça, c'est un autre débat. Je dis pas qu'il faut... Je dis juste que le RN, je pense qu'il est séduisant parce qu'il parle de problèmes. Après, vraiment vrai dernier point, est-ce que tous ces problèmes sont entièrement construits par les médias ou est-ce qu'ils existent pour de vrai ? Ça... Moi, j'arrive pas à me faire une tête. Vraiment, j'y arrive pas. Parce que d'un autre côté, t'as des faux think tanks qui t'expliquent que c'est vrai. T'as des think tanks, des vrais qui t'expliquent que c'est vrai aussi. D'autres qui t'expliquent que c'est faux. D'un autre côté, tu vois que les migrants, il y en a en vrai de plus en plus. Bien Donc, sûr. C'est un problème, c'est un enjeu. Enfin, je veux pas enjeu. Voilà. Je veux pas mettre ça péjoratif. Genre, il y a un vrai, enjeu. Les ONG gueulent qu'il y a des morts tout le temps dans la Méditerranée. Que ce soit pour eux ou pour les gens, c'est un enjeu. Et ils gueulent à juste titre. Donc je suis en mode, voilà, il y a un truc, mais donc j'arrive pas à me faire une tête si Bolloré a vraiment créé un problématique avec l'islam et ou si les Français ont un enjeu avec ça, tu vois, qu'il faudrait résoudre d'une manière ou d'une autre, tu vois. C'était un peu la suite du débat qu'on avait eu en vidéo, mais parce que souvent on fait l'enregistrement et après on continue de parler, mais off caméra. Mais tu te rappelles le livre là, The Ideas, j'arrive plus à le trouver, La manufacture des idées en français, où il faut aussi se questionner sur d'où viennent en fait ces enjeux qui arrivent dans la tête des gens. Moi, je prends par exemple l'insécurité. Moi, c'est ça qui me tue. Alors, évidemment, on peut se considérer hors sol parce qu'on ne vit pas en France, etc. Mais je veux dire, en 2022, je fais campagne pendant 6 mois où j'ai vécu aussi bien en Auvergne qu'à Paris. L'insécurité, c'est très simple en fait. Tu peux le voir de tes yeux ou tu peux le voir dans les datas. Nous, on la subit pas, mais si on devait la subir, mais on a encore beaucoup d'amis en France de notre âge qui sortent et tout, de différents âges, dans différentes parties, à Paris, dans le sud, dans le milieu de la France. Donc, voilà, moi je sais qu'à Marseille, l'insécurité, c'est pas la même qu'à Paris, par exemple, et c'est pas la même qu'en Auvergne, à mon avis, parce qu'on n'a pas les mêmes histoires. Et c'est précisément mon point, parce que quand tu regardes que dans mon village d'enfance, c'est le RN qui est arrivé en premier là, à ces élections. Ouais. Alors que honnêtement, je le connais ce village. Il n'y a pas d'insécurité. Ce que tu disais dans ta story hier. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas d'insécurité dans ce village. Je veux dire, c'est le village où il y a eu Michou qui est venu faire une vidéo, d'ailleurs que j'attends, je ne sais pas si elle est sortie, sur le club de foot. On a le pire club de foot de France. C'est officiel, c'est top. Mais je veux dire, déjà en termes d'immigration, il n'y a pas d'immigration. Ou alors, honnêtement, ça doit être ça a beaucoup été des Hollandais, par exemple, l'immigration massive qu'il y a eu à une époque dans ce village, tu vois. Ils payaient tout en cash, donc on se foutait un peu d'eux. Il y a eu... donc, il n'y a pas d'insécurité, le RN arrive en tête. Et on va me dire, oui, mais regarde, dans les grandes villes, il y a de l'insécurité. D'accord, regardons le vote des grandes villes. Et le vote des grandes villes, c'est quoi ? C'est à gauche ou c'est ensemble. Donc, oui, adresser le problème des Français, pas de problème. Mais le problème, c'est que les gens qui vivent l'insécurité ne sont pas ceux qui votent pour le RN. Et quand on regarde, on va me dire, oui, mais regarde à Crépol ce qui s'est passé. D'accord, regardons ce qui s'est passé à Crépol. Mais regardons les conséquences qu'il y a eu de Crépol. Il y a eu un excellent documentaire de BFM sur les groupes d'ultra-droite, où ils sont allés infiltrer un groupe d'ultra-droite à Lyon, à Paris, etc. Des groupes d'ultra-droite qui cassent la gueule à, je vais appeler des Arabes, entre guillemets, mais c'est aussi, ils visent aussi des Noirs, ils visent aussi tout simplement des musulmans ou même des Juifs. Ça existe. Est-ce qu'on en entend parler ? Jamais. Jamais, il y a eu une attaque, notamment, on la voit quasiment dans le documentaire, une attaque directe contre 2 Arabes en sortie de boîte pour se venger de Crépol au couteau, etc., où ils ont balafré 3 gars. Et planté à 12 coups de couteau, notamment l'un des 3 gars. J'en ai jamais entendu parler. Jamais.
Pourtant, Crépol, j'en ai entendu parler. Voilà. Ah bah oui, Crépol, ça a été l'affaire du siècle. Parce qu'on croyait le grand clash de civilisation. Et au final, c'est quoi Crépol ? Bah, c'est deux bandes de gars, une bande de rugbyman, une bande de 3 gars qui, pour le coup, avaient des couteaux. Et ça, c'est inacceptable, etc. Mais ça, c'est le problème un peu des armes blanches. C'était pas un blanc contre arabe. C'était 2 bandes rivales qui se sont tapées et il y a eu un drame terrible après. Le drame existe et les gens le ressentent et ça frappe les Français, bien évidemment. Mais c'est comment tu fais de ce fait divers un fait de société. Ouais, et comment tu crées le problème chez des gens qui n'en vivent pas le quotidien. Tu l'as vu notamment dans le envoyé spécial qu'il y a eu récemment, où tu as une dame qui dit « Ah oui, moi je vais voter, l'insécurité et tout machin ». Et tu as le député sortant vous avez vu qui... ça où Vous avez vu Ouais. ça où ouais. Elle est où l'insécurité ? Ah oui, à la télé. Ouais. Et t'as le même gars qui vote RN. Ah bah oui, je le vois à la télé, les Mustapha, les ceci, les Fier cela. d'être français, en Ouais. plus, sur son t-shirt, ça m'avait fait rire. Et qui va gueuler sur sa voisine, on est chez nous, et qui fait des bruits de singe, qui dit retourne à la niche, alors que cette voisine, elle est aide-soignante. Ah, c'était bien de les applaudir à 20h pendant le Covid, et après les traiter de bonobo devant la télé, ou presque. Et moi, je pense qu'on a vraiment réussi à manufacturer des problèmes. C'est pas qu'ils n'existent pas, c'est que l'environnement, par exemple, tu le prends, tu sondes les gens sur l'environnement, bah l'environnement, il arrive en tête aussi des problèmes des Français. Ouais, chez les jeunes surtout, oui. Mais même chez les moins jeunes. Parce que t'en as plein qui disent, oui, mais c'est aussi nous qui en subissons les conséquences par les canicules, par les inondations et par tout ça. Ce que je disais, c'était par exemple, qu'ils soient manufacturés ou pas, par exemple, c'est des problèmes qu'il faut adresser. Oui, mais regarde, Tu vois, c'était plus ça aussi mon point, c'est-à-dire si que... tu mettais l'environnement autant en avant, en fait, c'est ce qu'a essayé de faire la gauche avec Gaza. Ils ont essayé de faire de Gaza un enjeu de société, un enjeu de l'élection. Et ils ont raté. Parce que la média machine a pas roulé avec eux. Oui, puis après, il faut choisir aussi tes conquêtes. Bien sûr. Regarde le RN qui a pris l'antisémitisme. Mais c'est normal que le gars qui vit avec son t-shirt Fier d'être français, là, voilà. Ça se passe à plus de 6000 km de chez lui. Il n'y a pas un soldat français. Ah, bien sûr, ils se sont trompés. Qui est. Mais la média machine aurait pu rouler pour eux. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a quand même roulé, la média machine, quoi. Pas pour attends. Ah, pas pour la France Insoumise. La mais France pour, Insoumise, ils ont mettre pris de très l'avant, cher pendant cette élection. Mettre de l'avant. Oui, mais c'est parce que d'un autre côté, ils ont. Ils avaient leur carte aussi. Tu as vu Anne Sinclair, je crois, qui montrait au lendemain des européennes. Je n'ai pas de réponse à cela. Ah, Cyril n'a pas de réponse. Ouais. Anne Non, Sinclair je vais qui te montrait le petit papier Mélenchon, un problème, point d'interrogation pour la gauche. Et en fait, c'est là où tu as vu que juste après, directement, ça a été la question sur les plateaux, mais tous les plateaux, est-ce que Mélenchon est le fossoyeur de la gauche ? Est-ce que il faut tuer le père pour permettre à la gauche de remonter ? Mélenchon s'est retiré, non officiellement, il a dit « je ne suis pas candidat à être Premier ministre ». Là, d'un coup, tu as revu dans les sondages une remontée du nouveau Front Populaire. Une semaine avant, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient dans le jeu et il dit « oui, je vous ai demandé de m'élire Premier ministre il y a 2 ans, je vais pas me restreindre maintenant. » Boum, tu vas une redescendre dans les sondages. Et en fait, tu vois que les médias ont dit « bon, Mélenchon, est-ce que c'est un problème ? Tiens, lançons ce sujet. » Et la machine s'est emballée. Et est-ce qu'on a parlé de est-ce qu'on a une augmentation d'impôts avec le nouveau Front Populaire ou est-ce qu'on a un retour à un impôt normal pour les plus riches ? Est-ce que c'est normal que les plus riches payent un impôt minime par rapport aux classes populaires ? Je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose ? Donc, je pense que oui, tu as raison. Il y a une partie où ils ont chié la campagne, c'est ce que ça s'appelle. Mais il y a un problème, c'est que quand tu mets immigration comme enjeu, mettons que c'est le top des enjeux, et que tu es le camp présidentiel. Donc, tu es responsable du statu quo par définition parce que tu es à la manœuvre, que ce soit toi ou pas qui ait favorisé le sujet. Mais si on dit l'immigration est un problème, point, pas un enjeu mais un problème, comment tu te situes ? Soit tu bouffes le pain du RN en essayant de voler son électorat, mais donc tu fais son jeu. Avec la loi immigration. Voilà, mais donc tu fais son jeu, tu justifies et tu banalises leur discours, et donc c'est de plus en plus acceptable de voter RN. Soit tu dis ce n'est pas un problème, et donc là, on va t'accuser d'être hors sol, de pas être connecté. Ouais, mais moi je pense. Mais Macron a essayé de le faire, tu vois, mais il a pas réussi. C'était un peu de voir dans la réalité si c'est vrai ou pas, tu vois. D'aller vraiment. Je sais qu'il a essayé de le faire avec ses grandes rencontres là, et d'aller parler avec les gens, etc. Là, mais c'était tout stagé à moitié.
quand il était avec les gens et qu'il allait parler le grand débat là ou je sais pas quoi. Ce qu'il a après organisé. les Gilets jaunes. Ouais, voilà. C'était pas stagé, hein, tout ça. Hein. Non, mais tu sais, ça reste en plateau, ça reste... ce que je veux dire, c'est que il aurait pu aussi essayer d'aller voir ce que les gens pensent un peu plus concrètement, tu vois. Moi, je crois que c'était... Macron ou Attal, excuse-moi, c'est juste L'un pour- ou l'autre, on s'en fout. Ok. Celui qui est... De toute façon, c'est un peu la même personne, j'ai envie de te dire. Non, mais la différence, c'est que Macron a pas fait campagne. Oui, bah, soi-disant. Chaque fois qu'il parlait, il perdait des points, donc c'est sûr. Bah honnêtement, ouais. En vrai, il a beaucoup plus fait campagne pour les présidences, pour les européennes que pour les législatives quand tu regardes. Mais tu sais, c'était Giscard, je crois, qui faisait ça. Et moi, j'aimais bien l'idée. Alors, c'est pas beaucoup, hein, mais c'était voilà. Toutes les semaines, il allait manger chez des gens. Et il y avait une partie avec les caméras, une partie sans les caméras. Et donc, il passait toutes les semaines au moins 30 minutes avec des gens, genre vraiment normaux et random. Et les gens avaient vraiment une opportunité de pouvoir dire au président, c'est ça qui me pose problème, c'est ça qui me pose... Alors évidemment, c'était plus ou moins stagé ça aussi, tu vois, il y avait une mise en scène un peu. Mais il y a quand même eu un moment où le président se retrouvait avec des vrais citoyens lambda autour d'une table et où les gens étaient assez à l'aise pour lui dire, bah moi j'ai un vrai problème, c'est ça, tu vois. Genre moi ce qui m'emmerde, c'est tel truc, tu vois. Et je peux comprendre qu'ils veuillent pas le faire au salon de l'agriculture, mais d'aller manger avec des agriculteurs à porte clos, par exemple, ça aurait été... Même pour lui, ça aurait pu être intéressant, tu vois, de casser cette tour d'ivoire, etc. Je pense qu'il y a un vrai rejet du pouvoir actuellement et que quoi qu'on fasse, en fait, il faut quand même, je pense, aller prendre ce qui est le souci des gens et le régler, et en tout cas, au minimum, l'adresser, tu vois, l'immigration. Il y a un problème, il n'y a pas de problème. Bah moi, je comprends toujours pas, par exemple, en France, pourquoi. Alors, je sais plus ou moins, mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui a dit, bah, s'il y a un enjeu avec l'immigration, au lieu que ça soit un truc délégué par un ministère de l'Intérieur, où en vrai, le ministère de l'Intérieur a quand même beaucoup de choses à faire aussi, on n'en crée pas un. Il y a plein. Oh, mais il y en a eu des ministères de l'immigration. Bah, il y en a eu qu'un, sous la 5e République, et c'était sous Sarkozy, Ouais. et dès qu'Hollande est arrivé, il l'a défait, et on l'a taxé de maxi-raciste parce qu'il avait fait un ministère de l'immigration. Mais la plupart des pays dans le monde ont un ministère de l'immigration, tu vois. Ne Ouais, mais serait-ce qu'est-ce que que pour ça va délivrer changer les papiers, mais parce que ça crée un endroit où tu dis, bah maintenant, on va vraiment créer une administration pour. Ça Mais change t'as aussi déjà toute- l'administration. Oui, T'as une mais partie c'est- de l'administration du ministère de même l'Intérieur après- qui est dédiée à ça. Tu vas avoir après aussi, les gens vont pouvoir se dire, bah le problème, il a été adressé, on a créé quelque chose pour le faire. Alors c'est faux, c'est vrai, ça crée des nouvelles dynamiques aussi, et ça permet de juste... Tu vois, les ONG, après, elles vont directement aller se plaindre après au ministère de l'Immigration. Le ministère de l'Immigration peut créer un salon de l'immigration, peut faire plein de trucs. Un peu à de l'immigration, oula. Bah, comme au Québec, ça existe. Il y a un salon de l'immigration où toutes les ONG qui bossent pour l'immigration, que ce soit des réfugiés en passant par les travailleurs et en passant par les consuls, tous les gens qui ont un rapport avec l'immigration viennent chaque année dans un salon organisé par le ministère de l'immigration au Québec. Donc, en vrai de vrai, il y a des manières aussi non agressives d'adresser les problèmes des gens, tu vois. Mais il faut que tu saches un peu c'est quoi leur doléance, parce que là où je te rejoins, c'est que dès que l'immigration, on va dire il y a un problème. C'est quoi le problème ? Alors après, ça dépend si les mecs ils sont libres ou pas, et ils vont te dire il y a juste trop d'une certaine catégorie d'immigrés ou pas. Mais genre, il y a un enjeu. Et en fait, le Rassemblement national, bah, je trouve que il y a un peu cette mouvance qu'on a actuellement, qui est globale même dans la société, qui est de dire si t'es franc, c'est bon. Tu peux dire n'importe quoi, tu peux dire des dingueries absolues. Si t'es franc, il n'y a pas de problème avec ça. Tu vois, lui au moins il est honnête. Tu vois. Et le Rassemblement national, bah, comme justement il joue sur cette carte-là, moi ça m'étonne pas. Ce qui m'étonne par contre dans le Rassemblement national, c'est à quel point il est populaire chez les jeunes, par exemple. Tu vois, où je m'attendais pas à ce qu'il soit autant Il n'est pas très populaire hein, quand on regarde justement les chiffres de Decrypt. Oui, c'est 50% Ça marche pas, hein. qui ont... C'est 33% Rassemblement national, ce qui est d'ailleurs très drôle parce mais que... c'est pas mal quand même. Bah, 33%, c'est un tiers des jeunes qui votent pour... On le disait, le premier parti des jeunes. Tu vois, alors que c'est pas vrai. 48% pour le Nouveau Front Populaire, 18-24. Hein. 33% pour le Rassemblement National, 9% pour Ensemble, Divers, donc là ça inclut Equinox par exemple, 6%, LR 4%. Ça c'est assez... voilà. Et pour les 25-34 ans, c'est à peu près pareil, et même ça s'effondre au niveau du Rassemblement National, parce qu'on passe de 33 à 32, 48 à 38 pour le Nouveau Front Populaire, Ensemble augmente de 9 à 13%, tiens non, on est 25-34 ans maintenant en plus,
Divers passe de 6 à 9%, donc c'est assez intéressant. Ça veut dire que les 25-34 ans sont plus intéressés par les... En fait, c'est les plus intéressés. Oui, parce qu'ils ont été désillusionnés durant de 18 à 25 ans. Mais donc, ils cherchent par les grands d'autres... partis. Voilà, ils cherchent d'autres types oui, de mais partis. ça, c'est ma conclusion ultime. Il faut tout cramer pour recommencer, là. Il faut arrêter avec les anciens partis. Ça aussi, je voulais qu'on... avec En fait, LFI, moi, je veux que ce soit ça, notre dernière partie. C'est arrêter avec LR. fin de la 5e République. Mais... Fin des partis traditionnels, pas forcément de la 5e, Mais peut-être on peut passer sur la projection un petit peu qu'on voit aussi pour la semaine prochaine, parce que je sais pas combien de temps on est d'épisodes là, mais c'est vrai que pour... Attends, moi je peux te dire, parce que j'ai envoyé un message à ma copine quand on a commencé. Sinon il y a le temps. On a commencé, ouais, il y a un peu moins de 3/4 d'heure. Okay. Enfin, il y a 3/4 d'heure même exactement. La semaine prochaine, si on regarde un petit peu, donc là on va vous mettre le graphique, enfin il va vous mettre le graphique de la projection actuelle, parce que nous on a une projection là qui date de hier soir, mais donc on est à 240 à 270 sièges pour le Rassemblement national, en fonction des désistements notamment, ça va être un gros enjeu, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des ensembles qui vont privilégier l'élection d'un nouveau Front populaire au détriment du candidat au centre pour permettre de faire barrage, enfin Front républicain, on dit plus barrage maintenant, on dit Front républicain face au Rassemblement national, et même chose pour le NFP. LR n'a pas eu de consigne au vote et n'a pas donné de consigne à ses candidats. Très déçu. 30 à 50, logique pour moi. Oui, mais déçu quand même qu'ils aient pas pris des responsabilités. Logique pour leur propre survie. Logique pour pas dire, en fait, vous roulez depuis le début avec Ensemble ou pour le RN. Oui, mais ils sont morts, donc il faut qu'ils acceptent leur non, propre parce que tout comme le PS a fait 2% en 2017. Tout le monde disait ils sont morts. Premier parti, enfin pas premier parti, mais presque premier parti des européennes. Donc les partis gauche-droite vont survivre. En fait, la gauche et la droite vont survivre. Quelle bannière va les représenter? Ça, on verra. Mais ça va survivre. Après, derrière, qui sont les ténors? Mais donc, ensemble, 60 à 90 sièges. Donc là, c'est vraiment la chose qui s'effondre. Ils étaient à combien? 120? Ils avaient une majorité relative. Donc c'est ça. Ouais, ils avaient... Ouais. Et 180 à 200 sièges pour le nouveau Front populaire, en sachant qu'il faut 189 sièges pour faire une majorité absolue. 289 sièges, pardon. Pour faire une majorité absolue, et 13 à 21 de divers. Et la question, c'est aussi de se dire, parce que Bardella, j'aurais ma main sur le cœur, qu'il ne serait pas Premier ministre s'il n'avait pas de majorité absolue pour éviter la bordélisation du débat. Donc en fait, il a fait la bordélisation. Donc en fait, il fait exactement comme Macron. Il dit c'est soit moi, soit le chaos. Et ce qui est très drôle, pour entamer cette section, c'est que c'est le président qui nomme le Premier ministre. Et il est complètement libre. Donc ça se peut, il peut mettre un random. C'était un de mes arguments. C'était un truc dans lequel je voulais aller. J'ai checké avant mes sources aussi pour... Voilà. Il peut mettre un random. Bon, la culture de la 5ème République est quand même de mettre le candidat favori. J'avais une phrase, c'était de dire, il ne faut pas que je me trompe, j'y ai pensé, c'était de dire, la Constitution, elle laisse les mains libres. Ouais. Et en fait, la Constitution, il y a ce qui est écrit et il y a ce qui se pratique. C'est ça. Et dans la pratique, normalement, tu es censé respecter la majorité. Et mais en même temps, non, tu dois respecter la majorité. Mais le candidat en question, lui, tu peux le choisir. Mais je crois que même techniquement, tu peux vraiment choisir qui tu veux. Hein. Tu peux, mais dès le premier jour, il y aura une motion de censure et ça dégage. Ah oui. Donc, oui, voilà, non, mais ça sert à rien. C'est que techniquement, oui, mais alors voilà, on va partir dans ma théorie du complot, dans laquelle moi je pense que finalement Macron, est-ce que sa stratégie, quand il a dit je vais faire une dissolution, il a dû forcément avoir des scénarios devant lui, avec les petits tableaux blancs là dans son bureau. Il avait plein de stratégistes avec des tableaux Excel. Dans son tableau, dans ses magnifiques bureaux à l'Élysée, et on lui a dit ok, soit la gauche ne s'unit pas, et là c'est banco, parce que vous allez probablement ressortir avec la même majorité que vous avez, donc majorité relative, et donc les gens vont devoir arrêter de chialer, parce que vous aurez l'argument ultime de dire je vous ai donné l'opportunité, arrêtez de me saouler. Ça, c'était, je pense, le plan numéro A, et en vrai, ce qu'il espérait un peu. C'est-à-dire de ne pas gagner grand-chose, mais de juste regagner la même chose pour pouvoir dire... de confiance. Voilà, vous me détestez, mais vous me détestez pas tellement. Je suis un peu comme votre ex toxique, donc arrêtez. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il s'est dit, ok, deuxième pire des cas, premier des pires des cas, la gauche s'unit, et c'est la gauche qui gagne. Bon, si c'est la gauche qui gagne, j'ai envie de te dire, déjà, comment elle va s'unir ? Et est-ce qu'ils vont réussir vraiment à me sortir un Premier ministre? Et honnêtement,
je pense que le Premier ministre fera obligément la part des choses. Je pense qu'il a misé que si la gauche gagnait, c'était sûr que ça allait pas être Mélenchon. Probablement un mec comme Ruffin, probablement un mec un peu plus, capable de gouverner avec, tu vois. Ou alors un pantin, genre Olivier Faure, qui peut manipuler comme un Castex parce que ce gars-là n'a aucune colonne vertébrale. Mais il s'est dit, si c'est la gauche, déjà, ils vont s'imploser pour le 2027 parce qu'ils seront incapables d'avancer sur quoi que ce soit. Parce que Front Populaire, très bonne idée, mais il y a quand même beaucoup de trucs très fondamentaux sur lesquels ils sont fondamentalement pas d'accord. C'est terrible. L'énergie nucléaire, on en parlait tout à l'heure. En France, c'est un gros enjeu. La laïcité. Toutes les prises internationales, l'Ukraine, la Russie, la bande de Gaza. Pareil, aussi par exemple la place qu'on a à l'Union européenne, la police, la sécurité, les symboles français qu'on doit mettre de l'avant. Enfin, tu vas du PS en passant par Manif, Nouveau Poutou. Front Populaire, aucun drapeau français hier soir. Donc en vrai de vrai, je pense qu'ils se disent de toute façon, s'ils sont majoritaires, ils vont s'entretuer et ça va les cramer. Et finalement, ce sera pour la droite. Et si c'est un combat de droite, par exemple, des gens comme Horizon, comme il s'appelle le gars d'Horizon, Édouard Philippe, oui. Pour 2027, pour les présidentielles, ça crame un ennemi. Et après, troisième possibilité, le Front national a la majorité. Et là, qu'est-ce que je fais ? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Mitterrand, c'est-à-dire que je vais ne rien faire, les empêcher de gouverner avec les ordonnances. De toute façon, en 2 ans, ils n'auront pas le temps de faire grand-chose. Parce que les ordonnances, Macron va pouvoir dire... Les décrets les ordonnances, c'est quand tu demandes à l'Assemblée nationale de préapprouver une loi pour la mettre en place, mais au bout d'1 an, tu es censé la voter pour de vrai ou pas. Et donc, si la loi n'a pas eu les effets escomptés, tu l'enlèves. Mais ça ne fonctionne que si le président signe l'ordonnance. Il dit « je suis d'accord ». S'il ne signe pas, ce n'est pas possible. Et Mitterrand s'était servi de cette arme contre Chirac pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Parce qu'en 2 ans, tu n'as pas le temps de faire passer beaucoup de projets de loi, en fait. Tu n'as pas le temps. Tu peux, mais... en 4 ans. Faut que tu speedrun. Et Macron, dans tous les cas, ce qu'il va faire... Pourquoi 2 ans ? Parce que les prochaines élections... présidentielles. C'est en 2027, donc c'est 3 ans c'est et quelques. 3 ans, mais... Et après, tu as la campagne, donc en vrai, ils vont pas... C'est 2 ans réellement de pouvoir. Ouais, mais l'Assemblée, elle siège pendant 5 ans. Oui, mais il y a les présidentielles après à laquelle il peut dissoudre l'Assemblée. Le premier truc qu'il fait en 2027, c'est dissoudre l'Assemblée. L'an prochain, d'ailleurs, il peut aussi. Et dans tous les cas, Macron, sur chaque truc, il va saisir le Conseil constitutionnel. Donc ça va ralentir de fou chacune des lois qu'ils vont vouloir mettre. Genre, et le Conseil constitutionnel, il plaide toujours du côté du président dans tous les cas, plus ou moins, parce que ils sont nommés par eux, c'est des anciens présidents aussi, certains. Il y en a 2 qui sont anciens présidents. Si encore, mais tu sais, on l'a vu, en tout cas, la Conseil constitutionnel qu'on a actuellement, elle est quand même assez favorable à Emmanuel Macron. Elle juge en droit. Elle est faussement... Tu prends tous les constitutions. Non, t'es biaisé en pensant que le droit n'a pas de politique. Attends, non. Juste, tu lis les rendus du Conseil constitutionnel, il n'y a rien de politique dedans. La composition est à revoir, mais tu prends tous les légalistes, avant qu'une décision du Conseil constitutionnel soit revue, tu peux encore saisir la Cour de cassation pour revoir une... Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu ça, tu vois. Mais souvent, c'est favorable au président, politiquement. Oui. Mais en droit, s'il faisait une erreur, ce serait vrai. C'est comme la Cour suprême ici ou comme aux États-Unis, tu vois. Il faudrait qu'ils puissent justifier en droit mais après, leur position. Tu peux arrondir les angles avec les interprétations, mais... C'est pas arrivé jusqu'à présent. Oui. Faut pas non plus, parce que là, si tu remets en question le Conseil constitutionnel... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait des garde-fous, et il y aurait le garde-fou ultime qui va casser les couilles à le Rassemblement national, qui est l'Union européenne. L'Union européenne est en faveur du camp présidentiel. Oui, mais ce que je veux dire, c'est... Oui, mais pas quand ton président, il est pour aussi. Parce que tout ce qui est international, l'Union européenne est internationale, tombe pas mal dans la cour du président aussi. Oui, bien sûr. Donc, en vrai de vrai, c'était peut-être ça. Et il s'est dit, pareil, banco, parce que du coup, ils vont avoir un bilan à défendre. Et tu sais, comme toi et moi, que la pire chose, quand tu veux conquérir le pouvoir, c'est d'avoir un bilan à défendre. Et je vous renverrai à Mitterrand-Chirac, où Mitterrand... C'est pour ça qu'il veut pas être Premier ministre, Bardella, finalement. A juste eu à dire lors du débat, c'est la faute de Chirac si on n'avance pas, les gars. Il a été réélu. Macron peut pas être réélu. Mais il y a ce truc de cramer, en fait, le Rassemblement national définitivement. Et après, dernier cas de figure, qui revient au point de départ de la nomination, qui est, il n'y a pas de majorité. Clair et net, il n'y a pas de 289. Oui, tu as un tiers, quoi. Et là, on est déjà dans historique, parce que ce n'est jamais arrivé. Tu peux avoir... Non, tu auras forcément une majorité, tu auras forcément oui, mais tu n'auras pas une majorité de plus, claire.
Oui, oui. Et que donc, comme je crois que c'est l'article 8 de la Constitution qui dit que c'est un pouvoir propre du président de nommer le Premier ministre, et il y a vraiment marqué le président nomme le Premier ministre. Oui. C'est tout. Fin de la truc. Comme il peut nommer qui il veut, ce qu'il peut faire, et là, c'est là où la machine médiatique de Bolloré, on va voir si elle est vraiment du côté présidentiel ou pas, c'est de dire je nomme qui je veux, donc je vais nommer un gars de mon camp. Parce que finalement, mon but ultime du président de la République, ce n'est pas de nommer des gens, c'est de gouverner un pays, les gars. Oui. Donc soit vous arrivez à vous mettre d'accord pour me désigner quelqu'un. Et là, c'est masterclass politique parce qu'il prouve au monde entier et aux gens, et il crame les deux en disant vous voyez, l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est la même chose. Ils m'ont proposé un Premier ministre. Ils font alliance. Je vous l'avais dit. Et c'est ce qu'il a dit dans son discours en disant qu'il fallait se battre contre les extrêmes. Parce que soit l'Assemblée nationale arrive à se mettre d'accord pour désigner un Premier ministre et pas faire des motions de censure à répétition. Et donc ça veut dire que forcément le Front Populaire et le RN auront fait alliance d'une manière ou d'une autre pour se mettre d'accord pour désigner quelqu'un pour qu'il soit Premier ça, il ministre. le fait déjà depuis longtemps. Hein. Regarde la loi immigration, le motion de rejet, il a essayé ça et c'est pas passé. Oui, mais là, ça sera clair et net. C'est-à-dire que là, ils sont acculés. C'est pas une loi, j'allais dire semi-obscure, mais tu sais, genre là, c'est un truc où les Français vont avoir l'attention. Oui, mais attends, je te prends la motion de censure. Non, mais soit ils se mettent pas d'accord. Et donc là, Macron, il dit vous mettez pas d'accord, mais moi, il faut que je nomme quelqu'un, les gars. Donc je vais nommer un gars de mon camp parce que moi, il faut que je gouverne. Et là, ils font des motions de censure. Et pendant un an, on n'a que des motions de censure au premier truc. Elle va passer la motion de censure du coup. Oui, mais justement. Donc ils vont devoir défaire le gouvernement, renommer quelqu'un. Et là, c'est la démission de Macron. Après, ça, c'est la pratique. Et non, mais c'est le problème. C'est-à-dire que la pratique. Macron, s'il n'arrive pas à faire en sorte qu'un gouvernement tienne, la suite logique, c'est la démission du président. C'est la suite logique dans la pratique. Non, mais même dans... Enfin, tu vas voir les gens qui vont péter un câble. Oui, mais justement... Tu vas être dans la 4ème République. La 4ème République a échoué pour ça. Ah oui, je sais. Mais justement, le point, ça serait d'amener de dire que vous voyez, quand ce n'est pas moi au pouvoir, ça ne fonctionne pas. Il a plus le monopole du cœur. C'est fini, ça. Ça marcherait si les gens avaient encore une cote d'appréciation. Et c'est tout le problème, c'est que... Je sais pas, parce qu'il n'y a rien en face. Il n'y a plus rien. Parce que ce qui y aura été, la solution, ça aura été les extrêmes. Justement. Mais les extrêmes ne fonctionnent pas pour les gens. Mais mais attends, qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Non, mais parce que là, s'il n'y a pas de Premier ministre et s'il y a des motions de censure et si ça ne fonctionne pas à chaque fois parce qu'ils ne sont pas d'accord en permanence, il aura réussi à prouver son point en les polarisant de fou, à montrer que les extrêmes, c'est la même chose. Et c'est ça son point ultime. Et moi, c'est la phrase qu'il a dit là. Il faut se battre contre les extrêmes. Quand il a fait sa conférence, là, où il s'est pris sur sa scène avec son grand truc en blanc là, et son costume gris, Macron, où il a dit que déjà c'est la guerre civile si je suis pas là, et après qu'il veut se battre contre les extrêmes. Mais les Français ont rejeté ça. Je pense que en termes d'appréciation, c'est fini tout ça. Il a essayé depuis un an, depuis la réforme des retraites, à démontrer que RN et LFI c'est la même chose parce qu'ils avaient voté ensemble des Mais tout le monde s'en branle de ça. Non, attends, c'est important parce que tu vois après le résultat dans les urnes. Il a essayé de montrer qu'ils votaient ensemble les motions de rejet, donc les rejets de projet de loi. Ils votaient ensemble les motions de censure. On est passé à quelques voix près d'une motion de censure qui dégageait Borne. Déposée par Elliott, là. Ouais. Donc, je veux dire, on a eu des preuves des députés qu'ils votaient ensemble. Ça a été répété. Ça a été tout l'objet de la campagne des Européennes, de dire que, aussi bien en France qu'en Europe, les deux extrêmes votaient la même chose. Le problème, c'est que les gens, ils ne l'écoutent plus, Macron. Même en cas de crise politique, ils voient justement... C'est là ma strat, enfin pas ma strat, mais c'est là mon dernier truc où je me dis, parce que là, Regarde le nombre de voix qu'il y a eu pour le Rassemblement National. Oui, mais c'est parce que là, l'argument, il est indétrônable pour l'instant. Je sais pas, ça veut pas dire que je suis pour cet argument. Je dis juste qu'il est très difficile à déboulonner de dire on n'a jamais essayé le RN. Mais justement, cet argument-là, il est très dur à démonter et il est impossible tant que le RN se prend pas à un platane à 300 km/h dans la tronche où ils vont prouver par A plus B qu'il n'y a pas de solution. Parce que là, si Bardella a une majorité qui devient Premier ministre, qui nomme son gouvernement de Rassemblement National et qu'il y a un attentat, là, ça va être déjà là qu'on va bonjour pouvoir... les théories du complot. Non, et que... Parce que les gens diront déjà Macron l'a laissé faire. Voilà. Non, mais et que il arrive qu'il y a un attentat, parce que malheureusement, on n'est pas... D'ailleurs, vous pourrez avoir entendu ici, les bases américaines qui sont basées en Europe,
qui sont ces informations qu'a récupéré CNN et ABC, là, les 2 canaux aux États-Unis. Ils ont rehaussé au niveau 2, donc au niveau Charlie, leur truc contre l'attentat terroriste. Et c'est assez rare qu'ils le font. Et c'est même très avec rare. les JO, c'est logique là. C'est logique, mais en même temps, voilà, ça fait partie des petits signaux, comme quand... Parce que tu as JO, Tour de France, l'Euro. L'Euro actuellement en Allemagne, non mais je sais. Mais ça fait partie des signaux où tu te dis, ils ont peut-être des Intel quand même qui se font pas dégueux parce qu'ils l'ont pas rehaussé après l'attentat en Russie. Du Crocus Circle, celui de cette année. Donc... les Américains, généralement, ils sont assez forts. Donc, je préchote pas qu'il y en aura un, et j'espère, logique, qu'il y en aura pas, et voilà. Mais je dis juste que ce que tu dis, c'est une possibilité dans les politiques fiction, est un scénario qui, malheureusement, peut exister. Ah, mais de toute façon, on en a 2 par an. Donc, je veux dire, on est... Enfin, après, pendant l'Euro de 2016, on a quand même prouvé qu'on était capable de maintenir des événements internationaux sans en avoir. Il n'empêche qu'on a déjà... Enfin, ils ont déjà arrêté 4 tentatives, je crois, depuis janvier. Qui visait directement soit l'Euro, soit la Coupe du soit les JO. Après, ça dépend pas tellement du gouvernement. Non, mais justement, le truc, c'est qu'un gouvernement face à un attentat, il ressort soit la tête vers le haut. Exemple, le lendemain du Bataclan, la super bonne gestion de la part du gouvernement Cazeneuve. Et je pense que unanimement, les gens sont assez conscients que ça a été bien géré. En plus, on a même le truc sur Netflix qui montre comment ça a été géré. Donc, on a quand même un ressenti fort. Ou alors, ça s'effondre, ça ne marche pas, et tout le monde se dit, ah ouais, en fait, on les a mis là, et c'est la suite logique. Mais... Et le fameux Mélanie. Oui, voilà. Où le pouvoir formate, et bien une sûr. fois qu'ils arrivent, ils se rendent compte que c'est très très dur, très dur de gouverner. De sans tout cramer, là où, deuxième fois que je le dis, mais c'est vrai, là où Mélenchon est un peu plus honnête, t'as compris que quand il avait le pouvoir, il allait tout cramer. Voilà. Donc, mais c'est là aussi où, dans le cas d'une majorité incertaine, donc c'est-à-dire vraiment que personne n'a une majorité claire, ou en tout cas une majorité qui permet de gouverner, parce que c'est ça aussi la question. Alors, si le RN arrive, il a beau être majoritaire, il peut pas faire peut-être les LR pourront approuver au compte-gouttes certains trucs, mais on va sûrement avoir un gouvernement qui ne pourra régler que les affaires courantes. Mais t'imagines à quel point c'est dysfonctionnel si c'est le LR qui a la main, qui approuve ou pas. C'est pour ça que je te dis que LR... 577 personnes, quoi, 60 députés. Ouais. Ils même auront pas 40 députés, va décider de l'avenir de la France. Mais tu sais que c'était ça. Dans une démocratie, il n'y a rien de... C'est ça depuis 2022. Hein. Oui, je sais. Mais là, ils sont encore moins nombreux. Ouais. Et c'est même pas le parti présidentiel. Parce que encore, quand c'est une petite majorité du parti présidentiel, bon, là, on peut tomber aussi dans l'argument du fascisme en disant c'est une petite minorité, mais il y a un peu une logique de se dire, bon, ils veulent mener des politiques. Là... Mais c'est pour ça que je te dis que LR joue sa survie et a été très intelligent post-2022. À travailler dans le ni-ni. Ni le Front National, ni Ensemble. À dire, bon, bah en fait, on existe et on est un point de pivot. Tout ça pour que Ciotti... Si on fonctionne... Non, mais Ciotti a perdu, en fait, dans ce pari. Oui, non, mais... Il va se faire englober, manger et chier. Mais LR va jouer le rôle de position centrale. Exactement comme Macron aurait pu l'être s'il avait perdu le truc, à dire, sans nous, vous ne ferez rien. Donc maintenant, ça va être avec nous sur nos termes, sur notre terrain, ou sans nous. La question, ça va être à quel point ils vont réussir à corser le truc. À dire, bon bah voilà, là vous êtes trop extrêmes, nous, il nous faut comme ça. Là, vous êtes non républicain, il le faut comme ça. Mais, dans la formation du gouvernement, c'est ce que j'écoutais justement juste avant d'arriver, où on parlait d'un gouvernement technique, finalement technocratique. On aurait quelque chose qui dirait, bon, étant donné qu'il n'y a pas de majorité, on va composer un petit peu avec tout le monde, mais plus pour régler les affaires courantes pendant un an avant la prochaine dissolution. Il n'y a que 2 ministères, où c'est quand même important de le préciser, qui reviennent naturellement au président de la République, qui sont les affaires étrangères, parce que tout ce qui relève de l'international, ça revient au président de la République. Donc ça, c'est lui. Et il y a un autre ministère dont j'ai plus le nom. Les finances, peut-être, la monnaie parce que c'est un pouvoir égalien, là. Je retrouve, je vais regarder. Mais oui, il a quand même 2 ministères. Mais de toute façon, c'est le président qui est censé choisir ses ministres. Sur proposition, il propose. Le Premier ministre propose, le président choisit. Comme je disais, il peut créer des ministères et en défaire le Premier ministre. Oui, totalement. Il peut choisir de faire un ministère de l'immigration ou supprimer les ministères de l'environnement ou en faire un méga ministère, par exemple, aussi, indépendamment de qui est là. Mais la question, c'est de dire, si on a un gouvernement qui est ingouvernable, entre guillemets, et que ni les Français sont satisfaits du rythme ou des affaires qui sont traitées,
du résultat de... Honnêtement, moi j'ai peur du spectacle de singe que va être l'Assemblée nationale. Ah ouais, ça va être comme... Parce que déjà que c'est le bordel. C'est en Turquie, je crois, où ils se frappent régulièrement. Ouais, alors là... Parce qu'ils ont moins de règles que nous. Nous, l'avantage, c'est qu'on a un minimum de décorum, mais ça aussi, il faudrait le renforcer. Mais non, parce que... Après, j'avoue, moi je suis habitué au décorum d'ici au Québec, où là vraiment c'est c'est next beaucoup level beau. Ouais, stratosphérique. Là, il y a... Mais on peut s'exprimer dans certaines règles. Mais le problème, c'est que je pense que les Français vont perdre confiance et dans le président, en voulant sa démission, non pas sur un rejet du président, mais dans un sens que, ça ne fonctionne pas, il faut faire table rase. En fait, mais je pense qu'aussi on arrive à un point où on se dit, est-ce qu'on n'arrive pas finalement, actuellement dans la politique actuelle, à une preuve que le système ne fonctionne pas, le système économique, etc., ça évidemment qu'il ne fonctionne pas, mais il sert finalement toujours les puissants et puis voilà. Le système politique. Mais le système politique doit changer, évoluer vers une 6ème République, pas forcément à la Mélenchon, surtout pas. Mais c'est la 4ème, au point de 0. On parle de plus en plus de décentralisation aujourd'hui. On parle de plus en plus, quel est le pouvoir du Parlement, quel est le pouvoir du président? Remettre carte sur table, repenser la Constitution. Clap de fin.